digital, numérique, digital nation, à la lumière d'ailleurs de cet événement qui a donné lieu et naissance au Morocotech. Tout à fait. On va revenir sur tous ces aspects-là, tous ces enjeux et tous ces défis, parce que je rappelle que vous êtes un expert en la matière, que vous maîtrisez parfaitement le sujet, donc vous êtes la personne idoine pour ce débat à l'info en face, économie digitale. Mohamed, ça a peut-être démarré sur un peu en contextualisant, sur, on est bientôt à 2 ans de la crise Covid, crise sanitaire. Alors, on nous a dit que ça a donné un coup d'accélérateur à la digitalisation et à la numérisation. Est-ce que 2 ans après, vous dites la même chose? Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que je crois que la Covid a été le premier vaccin de l'économie en termes de télétravail. Tout au début de cette pandémie, c'était le premier vaccin qui a permis à un certain nombre de secteurs d'activité de continuer un tout petit peu à vivre et à survivre. Donc, après 2 ans, je crois qu'il y a un bon coup d'accélérateur dans le digital, dans le numérique, que ce soit pour l'entreprise, mais aussi pour le citoyen. Il y a eu on va en parler, il y a eu on va dire une bonne accélération de l'éducation à distance ou du télétravail ou pour un certain nombre de secteurs d'activité. Accélération ou mise en place, Mohamed Saad, parce que... Alors, au début, c'était une mise en place et après, un certain nombre on va dire, de secteurs l'ont très bien compris. Ils ont investi dans l'infrastructure, ils ont changé de mindset et là, ils sont en train de se métamorphoser. On va en parler. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui sont un peu à la traîne. Et donc, ça a permis à quelque chose, malheureusement, ça a permis à certains secteurs d'activité de continuer à livrer. À livrer. Mais si on prend un peu de recul, parce que très souvent les scientifiques nous disent qu'ils n'ont pas suffisamment de recul à la lumière de tout ce nouveau variant Covid, mais si on prend, nous, comme indicateur, le développement du numérique et de la digitalisation, on se rend compte qu'aujourd'hui, au niveau du télétravail, ça a du mal à prendre. Sur l'enseignement à distance, parce qu'il y a encore des écoles qui ont fermé là, depuis une quinzaine de jours. Tu as parfaitement raison. Et voilà, oui. Sur le distanciel, c'est-à-dire, voilà, c'est pas au point. Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a donné ce chiffre sur lequel je souhaiterais vous interpeller. 40% des élèves, durant la période du confinement et du semi-confinement, n'ont pas bénéficié d'un enseignement dit de qualité. Oui, de très grands soucis sur ce sujet-là, et surtout sur l'enseignant, parce qu'on va revenir sur notre indice qu'on appelle EGDI, E-Governance Development Index, où nous sommes relativement à la traîne. Et l'un des axes qui nous fait défaut, c'est l'infrastructure et les télécoms. Malgré le fait qu'on se dise que nous sommes hyper équipés, que les gens sont équipés en 3G, en 4G, alors il subsiste encore des zones grises, il subsiste encore des zones blanches où il n'y a pas de télécom. Et quand bien même des fois il y a du télécom, ça coûte relativement assez cher pour le Marocain lambda et pour les gens qui vivent dans des zones défavorisées sans oublier aussi notre manque en haut débit pour les entreprises, parce que c'est ça ce qui va un peu équiper nos entreprises pour qu'elles puissent faire du télétravail. Et donc le haut débit manque drastiquement. Seuls quelques secteurs, on va dire géographiques, quelques villes, quelques quartiers sont équipés, bien connectés. C'est parce que bien évidemment il y a un retour sur investissement. Mais nous, en tout cas, notre plus grand problème sur lequel nous militons depuis toujours, c'est une certaine, on va dire, mutualisation de l'infrastructure entre les opérateurs télécoms. C'est un grand sujet qu'il faudrait prendre avec un grand sérieux et donc permettre à les différents opérateurs de mutualiser, ce qui nous permettra d'équiper, mais aussi de réduire les coûts. Ça veut dire que fondamentalement aujourd'hui, 2 ans après la crise sanitaire, même si elle est toujours là, ces problèmes structurels de fond persistent. On l'a toujours, parce que ce problème structurel d'infrastructure, c'est une, on va dire, vision, c'est des projets à moyen long terme. On ne peut pas tirer un câble entre Casablanca et Lyon comme ça en 6 mois ou en 2 ans, quand bien même on est devant une opportunité. C'est des choses qui doivent se planifier dans le temps et qui doivent aussi être opérées avec les différentes parties prenantes. Est-ce que c'est un enjeu avant tout d'avoir une logique politique ou une logique économique? Parce qu'on va dire, à partir de là, on n'a pas l'infra, on n'a pas le ciment, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut développer comme stratégie de développement numérique et quel écosystème? Donc ma question c'est, voilà, est-ce que la balle est dans le camp, selon vous, du politique,
au sens large du terme ou de l'économie. Pour moi, c'est lié. Hein. Les deux enjeux sont liés parce que bon, l'État met en place les grandes politiques sectorielles de développement dans un certain nombre de secteurs d'activité, mais aussi au service du citoyen, de l'économie. Mais elle va reposer, bien évidemment, sur ce partenariat public-privé qui peut donc tirer on va dire le niveau vers le haut, équiper ce qu'il faut équiper, et bien évidemment, il y a la carotte derrière, il y a un retour sur investissement. C'est sûr que on ne le fait pas pour le fun. Si les opérateurs télécoms aujourd'hui sont en train d'équiper un certain nombre de secteurs, de secteurs géographiques, c'est parce qu'il y a forcément un intérêt derrière. Donc, bien évidemment, cet intérêt doit s'accompagner par un besoin, une vision, on va dire, nation, une vision. En tout cas, la crise Covid a mis ça en relief c'est sûr. Et en perspective. Est-ce que justement dans l'acte de naissance, la semaine dernière de Morocotech, cette nouvelle, alors je ne sais pas si c'est une nouvelle vision, si c'est un nouveau plan, si c'est, je ne sais pas comment vous le qualifieriez d'abord avant de rentrer dans le détail du... Alors, tu as bien fait de mettre le doigt sur ce souci-là parce que les gens n'ont pas vraiment compris. Ils ont vu un logo, ils se sont dit une autre campagne de communication. Une de plus. Une de plus. Alors, ce n'en est pas une, pour la simple raison que, heureusement, cette fois-ci, il y a un certain nombre de partenaires qui ont été fédérés autour de cette action-là. C'est un mouvement, c'est une posture, certes c'est une marque, mais c'est symbolique. Hein. C'est symbolique dans la mesure où nous sommes derrière quelque chose qui est en train de prendre forme. C'est comme si on est obligé, on est acculé et on est obligé de... dans l'avenir, parce qu'on va en parler, il y a une histoire de gouvernance, il y a un plan d'action. Si ça se trouve, il va y avoir un contrat-programme entre ces différents partenaires. Je me permets de les rappeler, le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, la CGEM, la PEBI, l'OSIM, le Technoparc, l'ADD, l'AMDIE. Cette fois-ci, il y avait tout le monde. Cette fois-ci, il y avait tout le monde. Alors, je ne suis pas mauvaise langue, mais certaines mauvaises langues, moi, ce qu'ils ont réussi à faire, grosso modo, c'est de réunir tout le monde. Après, pour le reste, il faudra être patient. Est-ce que c'est mauvaise langue que de dire ça? Je vous donne ce qu'il y a dans les coulisses et je vous le donne en avant-première. Hein. Ce qu'il y a dans les coulisses, c'est qu'une commission stratégique qui va encore réunir tout le monde et qui va mettre en place un plan d'action. Et si ça se trouve, un contrat-programme est en cours de travail sur tout ça. On va se réunir dans les semaines à venir. Une fois que cette commission stratégique va mettre en place, on va dire, cette feuille de route déjà pour qu'on puisse apprendre à travailler ensemble. Parce que, comme tu le sais, il y a un grand souci sur ça. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très à l'aise lorsqu'il faut travailler comme le dirait l'autre, il faudrait qu'on travaille pour l'écosystème, mais pas pour l'égo-système. Et il faut aussi le faire et mettre son ego dans le frigo. Je paraphrase quelqu'un qui... Est-ce que ça a été le cas jusqu'à présent? Parce que je rappelle que ce plan, cette vision, ce mouvement Morocotech, ça va se transformer, il va y avoir la naissance et la création d'un comité stratégique suivi d'un plan d'action avec une feuille de route. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on a un chantier comme ça, une vision, un mouvement qui se met en route. On a eu Maroc numérique en 2013, Maroc digital 2020, en 2020, le pacte aussi, le pacte autour d'un pacte digital. Exact. Donc ça, c'est le dernier né, c'est Morocotech. Exactement. Donc qu'est-ce qui différencie Morocotech de ce qui a été mis en place précédemment? Je suis très, très optimiste. Hein. Rien que le fait d'avoir pensé à avoir un département en charge de la transition numérique au sein de ce gouvernement-là est un point, pour nous, extrêmement positif. Parce que dans le temps, on avait un département qui englobait et l'investissement et l'industrie et le commerce. L'industrie et l'économie verte et l'économie numérique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un point de gagné. Un ministre ou que son équipe ait 5 ou 6 portefeuilles à gérer à la fois, je me pose la question, comment est-ce qu'il faisait? Alors, aujourd'hui, nous avons... Je pensais qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait aussi. Hein. Durant ces années-là, c'est les experts, c'est une étude du cabinet McKinsey. On le voit bien que sur les 12 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, en tout cas d'avancées significatives dans le numérique et le digital.
Effectivement. Alors, il y a eu la mise en place de l'ADD en 2016. Alors, l'ADD a aussi mis en place une feuille de route. Elle a travaillé sur un certain nombre de sujets. Il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Il y a aussi l'autre département en charge de la sécurité système d'information qui a mis en place cette loi 0520, qui est en train de la scorer par rapport aux meilleurs standards internationaux. Il y a une campagne internationale. Donc il y a des choses. Certes, aujourd'hui, le monde avance à une vitesse grand V sur ce volet-là. Et quand on sait qu'au Maroc, ce secteur pèse 1% du PIB, alors qu'il est de 6% en Tunisie, de 12% en Jordanie et de 5,4% en moyenne pour les pays de l'OCDE, on se dit qu'il y a de la marge. On se dit que... PIB Tech chez nous, c'est 1%. 1%. 1% du PIB. 1%, tout à fait. 1% du PIB. Oui, c'est peanuts. C'est peanuts quand on voit aussi ce qu'on a pu construire dans les années 2000 à travers l'offshoring, 120 000 personnes. Aujourd'hui, tout le secteur pèse 1%. On serait parti sur les quick wins de ce offshoring, on serait arrivé à dépasser les 10%. Alors aujourd'hui, l'objectif est de 10%, tel que l'a conseillé hier le CESE. Oui. Mais voilà, on peut le faire, on peut aller plus loin. Parce que, comme vous le savez, ce secteur, il est assez spécial. Il est à très forte valeur ajoutée. Quand vous développez un logiciel, vous pouvez le dupliquer. Cela ne vous coûte pas grand-chose et l'exporter dans l'autre bout du monde. Quand on voit ce que fait HPS, c'est extraordinaire. C'est l'un des fleurons de la bourse de Casablanca. Alors que quand vous voulez le faire avec une portière d'une voiture, c'est relativement assez difficile. Pourquoi on n'y arrive pas, justement? Pourquoi c'est les solutions innovantes aujourd'hui? 99% des solutions innovantes qu'on utilise chacun, en termes de technologie, chacun de nos compatriotes, ceux qui nous écoutent, vous, moi, c'est des solutions innovantes importées. Effectivement. Donc, et ça, on n'a pas bougé là-dessus. Effectivement, alors que d'autres nations, ils ont misé sur l'open source, par exemple. L'open source, c'est une richesse incroyable. Vous pouvez le prendre n'importe quel logiciel open source, vous le modifiez comme vous le voulez, vous l'upgradez comme vous voulez, et vous pouvez le commercialiser. Est-ce que Morocotech va permettre justement de créer... C'est l'objectif. C'est l'objectif. Morocotech est inclusif, tout le monde y est. Personne n'est mis à côté. Morocotech est un programme fédérateur. Ce sera un programme fédérateur avec les différentes parties prenantes. Morocotech aussi va militer pour la start-up parce que c'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on parle. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des priorités? Parce que vous avez fait référence à Ahmed Reda Chemi, président du Conseil économique et social et environnemental, effectivement, qui s'est exprimé hier. Bon, c'était en distanciel, vous avez dû certainement suivre, comme moi. Alors moi, ce qui m'a interpellé d'abord, vous savez, les journalistes, c'est toujours un peu les poils à gratter, c'est qu'il n'a fait aucune référence à Morocotech. Alors Morocotech est né la semaine dernière, c'était jeudi dernier, c'était il y a une semaine d'ailleurs, jour pour jour. Le CESE, hasard ou coïncidence, s'est exprimé avec une série de recommandations, je crois qu'il y en a 9, sur une transformation digitale qui soit inclusive. Et aucune référence à Morocotech. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous a interpellé ou pas? Je pense que la sortie du CESE, elle s'est faite 48 heures après Morocotech, ce qui laisse on va dire un délai hyper court pour qu'il puisse prendre en considération du mouvement Morocotech. La ministre y était présente à côté de Ahmed Reda Chemi. Et donc, c'est l'une des plus grandes, on va dire, un des plus grands soutiens qu'il peut apporter à ce ministère. On va dire que lui-même, relativement, il a mis en place les piliers de ce volet technologique dans les années 2000. N'oublions pas que tout le mouvement offshoring, Ahmed Reda Chemi y a apporté énormément et il a toujours continué à être très très présent sur de par son historique et son expertise. Ex-Microsoft d'ailleurs, je crois savoir. Voilà. Et ministre de l'Industrie. Mais là, le fait qu'il ne fasse pas de référence à Morocotech, pour vous, c'est... circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de... Non, pour moi, vous allez voir tout au long de notre débat, pour moi, mon mindset ferait que il est en train de nous challenger. Il est en train de nous, à Morocotech, c'est à nous, dans un très proche avenir, de dire, voilà ce que c'est que Morocotech. Ce ne sont pas que des couleurs sur un logo, voilà ce que c'est. Il y a des gens qui vont travailler, il y a des gens qui vont mettre en place un plan d'action, un contrat programme. Il y aurait des chiffres,
comme l'a dit, résultats. Il doit y avoir des chiffres. Parce que Ahmed Reda Hachemi, avec le CFE, s'est exprimé en demandant, c'est un avis consultatif, une fois de plus. Voilà, c'est qu'on parlait tout à l'heure d'infrastructure, c'est qu'il y ait une infrastructure qui puisse couvrir l'ensemble du territoire et servir l'ensemble des populations à un horizon de 3-4 ans, 2025. Effectivement. Est-ce que ça, c'est faisable, par exemple? L'OSIM, il s'est exprimé, il a dit qu'on ne peut pas parler d'un Morocotech ni d'une Digital Nation sans parler d'une inclusion digitale. L'inclusion digitale, elle est primordiale dans cette histoire. Et l'inclusion digitale, on peut la définir par 3 grandes notions. Tu as l'accès, par exemple. L'accès est extrêmement important. Aujourd'hui, quand on dit, ouais, ok, nous sommes à 150% d'équipement en mobile, en 3G, en 4G, accès à Internet, encore faut-il double-cliquer sur ce qu'on fait sur Internet. Il y a très peu de contenu made in Morocco. On fait beaucoup de consommation, de réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça le digital qu'on veut? Pour moi, non. Alors, l'accès, je dirais aussi, les zones blanches dont j'ai parlé et les zones grises sont extrêmement importantes parce qu'il n'y a pas que Casaraba, l'axe Casaraba au Maroc. Il y a aussi plein d'étudiants, d'élèves, de compétences, d'experts, d'universitaires. Sauf qu'il va falloir trouver un modèle économique. Alors, je ne l'ai pas vu dans Morocotech et je ne l'ai pas vu d'ailleurs même au niveau du CEC, des recommandations, pour pouvoir effectivement faire en sorte que ces zones blanches redeviennent des zones dynamiques. Exact. Donc, quel modèle économique? Peut-être partenariat public-privé pour pouvoir aussi assurer le financement sur l'ensemble du territoire et de bénéficier d'une infra de qualité. On est d'accord. Mais je voulais, voilà, là-dessus par rapport, on va matcher Morocotech, peut-être recommandation aussi du CESE. Et vous, parce que je rappelle que vous avez une réelle expertise, Mohamed Saad, là-dessus, et je voulais vous faire réagir sur Ahmed Reda Hachemi qui a dit que nous considérons au niveau du CESE que la priorité des priorités doit être donnée à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans le détail de l'infra, de l'accès, de l'adaptabilité, et le service aussi des procédures administratives qui soient complètement digitalisées et toutes ces recommandations, c'est d'abord moi je considère, Ahmed Reda Hachemi, que l'intelligence artificielle, ça doit être la priorité nationale. Vous l'avez vu comme moi? Ça se discute, très franchement, ça se discute. Là on est parti sur une technologie. Ouais. J'aurais pu dire pourquoi pas l'informatique quantique. Et pourquoi pas, je ne sais pas, le cloud, et pourquoi pas. Enfin, ce n'est pas la technologie qui fait un développement d'une nation. Pour revenir à l'inclusion digitale, j'avais parlé de l'accès. Un des piliers, c'est aussi les applications. Et donc, quand je parle application, c'est qu'est-ce que pourrait apporter le digital dans un certain nombre de secteurs d'activité. Quand je parle de l'éducation, de la santé, de la sécurité publique, du transport, etc., c'est ça, en fait, moi, je m'attaque d'un point de vue à cette problématique, je l'attaque d'un point de vue besoin, d'un point de vue secteur, et là, je vais voir dans la technologie ce que je pourrais apporter. Pour moi, Cloud First est beaucoup plus important que l'intelligence artificielle. Même si on nous dit qu'aujourd'hui, les grands experts dans le monde nous disent on est en plein et on va être en plein dans une guerre des intelligences entre l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, et que les vraies compétences d'aujourd'hui, de nos enfants d'aujourd'hui, peut-être même ceux qui ne sont pas encore nés, si on ne fait pas ce qu'il faut, s'ils n'ont pas un ADN qui fait que c'est des enfants plus doués que la moyenne, ces talents-là, ils vont partir. Ils vont aller en Californie, à la Silicon Valley. C'est Rachid, on est d'accord. Sauf que je crois qu'un prérequis extrêmement important à cette intelligence artificielle, c'est la data. Où est-ce qu'elle est la data? Est-ce qu'on l'a classifiée? Est-ce qu'on sait de quoi est-ce qu'on dispose? Protection de données personnelles est un grand chapitre, un grand pilier. Ouais. Cette data, déjà, il faudrait qu'elle soit open. Quid de l'open data? Nous sommes relativement assez relégués dans le classement mondial par rapport à l'open data. Nos départements gouvernementaux ne communiquent pas d'open data. Nos secteurs d'activité ne communiquent pas d'open data. Si demain vous voulez planifier votre week-end à Barcelone, vous ouvrez n'importe quel store, vous serez submergé d'applications sur Barcelone. Comment rendre votre expérience la meilleure réussite et expérience? Faites-le sur Agadir ou sur Essaouira. Et dites-moi ce que vous allez trouver comme appli qui va vous faciliter votre expérience. Donc pour moi, la data est beaucoup plus importante. Une fois qu'on aura
une fois qu'on aura mis en place les fondamentaux d'un open data, d'un smart data, ouvert pour l'université, ouvert pour les startups, pour qu'elles puissent créer de la valeur ajoutée dessus. Alors, imaginez, je fais de l'expérimentation. Nous, à l'OSIM, nous avons ouvert un certain nombre d'adhérents. Ils se sont ouverts en expérimentation à des startups pour leur dire « Venez faire votre POC, développez votre premier MVP ». Je rappelle qu'un MVP, c'est le premier produit viable qui peut être commercialisable. C'est comme ça qu'on peut développer un secteur, comme la recherche et le développement de l'innovation à l'université, au niveau de la start-up, au niveau des PME. L'intelligence artificielle, pour moi, elle viendra en deuxième lieu. Mais c'est pour moi, c'est pas un enjeu prioritaire pour vous. Pour moi, c'est vraiment... Oui, mais si vous me dites ça dans 5 ans, avec une très bonne maturité de ce qu'on a de ce gisement data, je vous dirais oui. Mais à date d'aujourd'hui, foncez sur de l'intelligence artificielle, quand bien même vous allez inventer votre... C'est intéressant que vous dites ça, Oui. Mohamed Saad, parce qu'en fait aujourd'hui, vous êtes beaucoup mieux placé que moi. Non. On parle de fuite des cerveaux, de rareté de la ressource tech qui crée en fait de gros soucis pour les entreprises, pour trouver de la compétence, pour aussi accompagner leur développement, voire leur transformation, transition. Et en même temps, on nous dit que voilà, la réelle fuite des cerveaux, demain, ça va être sur la base de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ces enfants plus doués que la moyenne, il y en a certains, même je crois que c'est Elon Musk qui a créé une entreprise qui a fondé pour intégrer des microprocesseurs dans le cerveau des enfants. Et puis, voilà, donc se retrouver avec, il y aura d'un côté les gens talentueux qui ont une intelligence au-dessus de la moyenne et eux trouveront leur place dans les sociétés de demain. Et ceux qui sont moins doués, ça risque d'être plus compliqué pour lui. Donc je pense que c'est un petit peu ça la philosophie de Ahmed Al-Hachemi. Est-ce que vous considérez que c'est un enjeu aussi qui peut être prioritaire à côté de l'infra et à côté de l'accessibilité à la tech? On a dit, on a écrit, on a fait beaucoup de choses. Google qui veut euthanasier la mort, le département de la défense américaine qui est en train de faire de la recherche sur un petit oiseau qui peut faire une migration en 7 jours sans dormir, sans s'assoupir. Donc tu vois, plein de choses qui ont été dites maintenant. Moi, je veux juste revenir sur Terre, voir d'où c'est qu'on part, quels sont nos atouts et qu'est-ce qu'on est en train de construire pour cette nation. Moi, quand j'ai un problème d'infrastructure, télécom, j'ai un problème du digital first qui n'est pas pris en charge, ni dans les mindsets de nos dirigeants, ni dans le mindset des politiques. Digital first voudrait dire que pour chaque service que je mets en place, pour chaque corpus réglementaire que je mets en place, pour chaque innovation, pour chaque politique sectorielle, digital first. Donc, qu'est-ce que je peux inculquer comme digital pour faciliter l'accès aux citoyens, aux touristes, aux entreprises? Voilà. Donc, ça pour moi, c'est un big enjeu. Est-ce que là-dessus, parce que je rappelle que vous êtes président de l'OSIM, donc vous êtes ici partie prenante de ce mouvement Morocotech, est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là? Est-ce que tous les acteurs, vous avez dit effectivement, c'est piloté déjà par la ministre et par le département ministériel de Rita Mzoul, ministre délégué en charge de la transition, c'est ça? Digital numérique et de la réforme de l'administration. Est-ce que par exemple, elle, dans ses attributs et au travers de l'enjeu, est-ce qu'elle est alignée à Mohamed Saad qui est président de l'OSIM, au président de l'APBI, à l'ADD et à la CGM? Alors, j'ai l'impression que les centres d'intérêt peuvent être divergents. Je vais aussi vous faire une confidence parce que nous sommes entre nous. Oui. La ministre nous a reçus peut-être 2 ou 3 semaines après sa nomination. Elle a reçu l'APBI, elle a reçu pratiquement tous les acteurs de marché. Ce qui veut dire qu'il y a une démarche coercitive de discussion pour comprendre les big problématiques du secteur. Ce qui est une très bonne chose à mettre à l'actif de Madame la ministre Rita Mzoul. Est-ce que nous partageons ces mêmes préoccupations? En tout cas, nous, à l'APBI et Morocco Numeric Cluster et MSEC, nous avons été développer ce PMD dont tu as parlé, Rachid, tout à l'heure, ce pacte Maroc digital que nous avons présenté à l'ancien ministre. Il était très content d'avoir un programme qui avait du sens, qui avait du caractère.
et sur lequel nous avons commencé à travailler avec l'ADD. Bon, par la suite, il y a eu changement. On était sur le point de signer un contrat programme. Ça ne s'est pas fait dans le mois de juillet ou août. Avec Moulahef El Alami. Au mois de juillet, mais par la suite, ce big dossier a été laissé à Madame la ministre, qui l'a sûrement consulté. Et là, c'est de là que vient... C'était le point de départ. Exactement. C'est de là que vient Morocotech. Et c'est pour ça que nous sommes en train de construire avec les différentes parties prenantes. Donc les centres d'intérêt qui peuvent converger. Sûrement. Sauf que Rita Mesure, peut-être que sa priorité des priorités, d'ailleurs, Aïssa Khounouch, lors de son intervention hier, a parlé beaucoup de la réforme de l'administration et qu'il y a un retard conséquent sur la digitalisation des procédures administratives. Peut-être qu'elle va faire plus le focus et être beaucoup plus sensible à ça qu'à la rareté des compétences et comment attirer de l'investissement pour le financement du start-up. C'est un chapitre parce que moins de 25% des procédures administratives, 23 je crois d'ailleurs, 23 des services rendus aux citoyens, ils sont digitalisés. Donc il y a un souci. C'est un big chapitre parce que le nouveau modèle de développement pointe donc justement l'administration sur ce sujet-là. C'est parce que aussi les différents appels de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, il a mis le point de pas mal de discours sur ce volet de digitalisation des services rendus aux citoyens. Donc c'est un chapitre qui va aussi nous permettre de créer cette Digital Nation. Nous même si on est secteur privé, mais on se dit que dans cette course vers la digitalisation du service aux citoyens et aux administrations, on va quand même créer une industrie du digital. Ça, on va y arriver. Il faudrait qu'on crée une industrie. Quand on parle de 10% comme objectif PIB, ça va être une industrie. Sauf que pour contribuer à hauteur de 10% du PIB au niveau de l'industrialisation IT numérique, Mohamed Saad, il va falloir être en capacité de créer de l'innovation, de créer massivement des solutions innovantes et ne pas les acheter de l'étranger. On est d'accord. Est-ce qu'on est capable de faire ça sur les 5 prochaines années? C'est créer de l'innovation et de recherche et développement. Et c'est pour ça qu'il faudrait repenser le mindset de l'université, de nos écoles d'ingénieurs, mais aussi de notre ingénieur lui-même, mais aussi de se poser la question, est-ce qu'on a besoin de 8000 ingénieurs Bac plus 5 Moi, je pense que je suis pour le développement aussi de programmes Bac plus 2 et Bac plus 3, parce que quand je parle d'un .NET ou d'un Java, j'ai besoin d'un expert qui peut être opérationnel au bout de 4-5 mois parce que j'ai envie de pondre et de livrer du code. Je ne suis pas obligé de former un Bac plus 5 pour que je le ramène faire du développement Java. C'était une recommandation d'ailleurs du nouveau modèle de développement. On n'a pas forcément besoin de reformater ou de reformer les ingénieurs. Mais c'est intéressant, Mohamed Saad, lorsque vous évoquez ça, parce que j'ai été extrêmement surpris. D'ailleurs, ça ne fait même pas partie des recommandations du CESE et non plus au niveau du Morocotech. C'est pourquoi ne pas convier le ministère de l'Éducation nationale. Partout dans le monde, tous les pays qui ont mis en orbite une véritable stratégie de développement d'un écosystème digital, l'éducation est partie prenante. Donc ça se crée, c'est via la création de comités stratégiques, de cellules stratégiques et prospectives. Parce que se dire aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, on sait très bien que dans les 10 prochaines années, max, il y a un certain nombre d'emplois qui vont être détruits, un certain nombre d'emplois qui vont être transformés. Exact. Nous, chez nous, on continue à former des enfants, des étudiants à des métiers qui risquent de disparaître dans les 5-10 prochaines années. Moi, j'ai dit Morocotech, est-ce qu'il n'a pas le devoir et la responsabilité, Mohamed Saad, de se pencher là-dessus, peut-être d'ouvrir la porte au-delà de l'APBI, au-delà de la CGM, au-delà de l'ADD et autres partenaires à l'éducation nationale? Il y a un big chapitre, éducation, formation, compétences, c'est un big chapitre. Si les gens aujourd'hui font la course vers les langues et vers l'anglais, moi je dis que le coding est une langue, est un langage qu'il faudrait aussi inculquer aux enfants dès le plus jeune âge. Dès plus jeune âge. Donc ça aussi, il faudrait que on regarde avec le ministère de l'Éducation comment est-ce que ce volet-là puisse faire partie aussi du cursus de formation, de développement des enfants, des collégiens, des lycéens, et c'est l'avenir, comme tu dis. Non, parce que je me dis, moi, Cheikh Ben Moussa aujourd'hui est en train de batailler, d'obtenir d'ailleurs de la part des syndicats un consensus pour que l'accès au concours d'enseignants soit limité, enfin, il faut avoir minimum 30 ans. Et je me dis, est-ce que l'enjeu n'est pas ailleurs? Et quand on parle aussi de me dire, pour faire réussir aussi Digital Nation, mon côté que vous êtes partie prenante, c'est voilà, il faut aussi que beaucoup plus de convergence, beaucoup plus de réflexion, un peu de prospective,
et peut-être un peu plus de convergence. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans le même ordre d'idées en termes de convergence, ce jour-là, le 14 janvier, il était aussi de la partie Monsieur le ministre de l'Emploi, Sion Skouri. Oui. Et donc, on aurait aussi aimé avoir d'autres big players, hein, le ministre de l'Investissement, mais aussi le ministre de l'Éducation nationale. Mais t'imagines, enfin, vu les conditions sanitaires, on ne peut pas inviter tout le monde. Il y a des restrictions, mais ce qui est sûr faire du distanciel, Mohamed Saad. Voilà, mais avec Younes Khoury qui promet la création de 250 000 emplois par an, j'ai vu aucun emploi digital chiffré dans l'ambition, là je ne parle pas pour vous ne faites pas de la politique, hein, l'ambition de créer de l'emploi digitalisé, de l'emploi numérique. Alors je me dis, je trouve ça hallucinant. Alors déjà, pas de convergence avec l'éducation, pour cellules prospectives, pour essayer d'envisager de former pour demain des enfants, nos enfants, hein, à des emplois qui existeront, pas des emplois qui disparaîtront. Et je me dis, Younes Khoury, 250 000 emplois par an, 80% dans le secteur public, les collectivités territoriales, 20% dans les politiques sectorielles, et rien dans le digital. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais c'est pour ça que moi je prends le taureau par les cornes. Je dis il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on pense industrie du digital. Une fois qu'on va mettre ce chapeau d'un point de vue vision, vont découler pas mal d'autres préoccupations liées donc justement à la formation, à l'éducation, aux compétences, donc le volet ressources humaines, mais aussi à l'infrastructure, mais aussi à tout le volet fiscal. Hein, on va y revenir sur la fiscalité d'ailleurs aussi, parce que voilà, c'est le grand absent, la fiscalité, non? Fiscalité numérique. Comment attirer de l'investissement? Vous l'avez dit, vous connaissez bien le secteur, alors que d'un point de vue fiscal, ça avait été évoqué lors des assises, les dernières assises juste avant le Covid, en mai 2019, si ma mémoire est bonne, ça a été vite écarté. Hein. Voilà, pas de fiscalité numérique. À l'époque, c'était l'APEBI d'ailleurs qui avait fait du lobby un petit peu dans ce sens. Et valeur encore aujourd'hui, il n'y a toujours pas de fiscalité incitative pour un investissement important, en tout cas dans le digital, dans l'innovation. Investissement, mais aussi start-up. Start-up, oui, start-up. Oui, parce que là, un grand vide autour de la start-up d'un point de vue loi, d'un point de vue incitation fiscale, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue crédit impôt pour des entreprises qui peuvent aussi investir dans des start-up et donc, mais aussi les incuber. Donc, voilà, donc il y a un certain nombre. Est-ce qu'on est largué politiquement? Je me dis, est-ce qu'il y a un temps politique et il y a un temps en fait numérique? Et que du coup, en fait, la temporalité est complètement déconnectée. Quand on est en projet de loi de finances qui vient de sortir, il n'y a rien que sur le digital pour l'investissement, pour favoriser l'innovation. Voilà, je me dis, et des acteurs comme vous qui se battent depuis des années pour se faire entendre, pour dire voilà, attention, on prend du retard, on était bon il y a 20 ans, aujourd'hui on n'est pas bon, y compris sur le continent. Est-ce que, selon vous, il y a une horloge politique et une horloge numérique et économique qui n'est pas du tout la même? Mais il faut les faire coïncider. Il faut les faire coïncider ou alors il faut faire valoir le moyen long terme et des politiques stratégiques sur, on va dire, le timing politique. C'est sûr, hein, comme on le dit, comme j'aime bien le dire, c'est un jeu infini. Où il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. L'essentiel est de faire perpétuer le jeu. Et afin de faire perpétuer le jeu, il faudrait qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et seul le Maroc doit gagner. Et tous connectés. Exactement. Et tous être connectés. Et chacun dans son périmètre, il doit faire bien les choses et les faire encore mieux pour qu'on puisse nous tous, chacun dans son domaine, performer pour donc justement ce Digital Nation qui est l'objectif numéro 1 de Morocotech. Morocotech, vous y croyez? J'y crois, convaincu? Parce que j'y suis. Oui, j'y crois. Parce que j'ai vécu la journée du 14, mais aussi j'ai vécu les 2 mois avant la journée du 14 janvier. Je les ai vécus avec l'entourage du ministère, mais avec aussi tous les partenaires. On a produit des centaines de réunions à distance et des documents, et nous sommes totalement engagés, committed, pour en faire un vrai sujet, une vraie vision. Mais est-ce qu'effectivement le digital, est-ce que ça peut être un effet levier et puis arriver à digitaliser en tout cas notre pays, hein, le Maroc, si on reste dans le même modèle économique? Parce qu'il y a un vrai sujet là aussi, c'est aussi des outils technologiques de disruption. On le sait, la tech. C'est une très bonne question, c'est Rachid. Bien évidemment, le paradigme a changé. Il y a une vingtaine d'années,
les 5 plus grandes capitalisations boursières étaient Exxon, Coca-Cola, General Electric, etc. Aujourd'hui, on connaît les 5 plus grandes puissances boursières, économiques et américaines et les chinoises. Le paradigme a changé, les modèles de business et de développement ont complètement changé. Et il va falloir nous aussi qu'on change de modèle et qu'on change, on va dire, de paradigme et qu'on aille vers un business model qui puisse faire émerger ce secteur du digital parce qu'il est à très forte valeur ajoutée. Comme je l'ai dit, en termes d'exportation, il a un potentiel énorme. Qu'on aille vers la start-up parce qu'on voit la start-up, est-ce qu'elle peut entraîner derrière elle parce que c'est de la matière grise et c'est des solutions à forte valeur ajoutée et c'est tant mieux pour l'économie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 12% de PIB pour la Jordanie, pour un pays comme la Jordanie, relativement assez proche de nous, et alors que nous, on pend 1%. Franchement, c'est haram. Et donc, on a du potentiel, on a un big quick win que nous avons réalisé dans les années 2000 en termes de métiers d'offshoring. On est resté sur des métiers exportés chez des pays francophones. On aurait pu faire et puis, nouveau modèle de développement, je le dis, il aurait pu recommander à ce qu'on aille vers l'anglais comme l'a fait le Rwanda, ne serait-ce que sur certains métiers pour qu'on puisse un peu agrandir et élargir notre spectre d'exportation. Donc, l'offshoring est un sujet, c'est un secteur qu'il faudrait développer davantage parce que son potentiel, il est énorme. Mais je crois qu'il faudrait qu'on prenne les choses d'une manière stratégique comme nous l'avons fait pour l'aéronautique et l'automotive dans les années début 2000 et créer des écosystèmes parce que ce n'est pas le fait d'appeler une start-up, de la financer et elle va voler de son propre aile. Non, elle a besoin d'un écosystème. Sauf que Mohamed Saad, aujourd'hui, les donneurs d'ordre, vous faites référence à l'aéronautique ou d'autres secteurs d'activité, ils viennent avec leur propre, en fait, écosystème en matière de solutions de vente et d'innovation. On le voit très bien aujourd'hui, que ce soit dans un avion ou une voiture, ce qui constitue le plus de valeur, c'est la technologie. Oui. Est-ce que nous, on est capable demain de créer suffisamment de technologies, de solutions innovantes pour équiper un véhicule, y compris un véhicule électrique ou un avion? C'est peut-être le défi. Tu as parfaitement raison, c'est Rachid. Aujourd'hui, on dit, dans le temps, on avait des voitures avec des ordinateurs de bord. Aujourd'hui, on a des voitures avec un ordinateur à 4 roues. J'ai eu l'opportunité, l'occasion, le plaisir de visiter une très belle structure sur Technopark aujourd'hui qui est dans l'IoT. Qui est dans les nanosatellites, qui fabriquent des nanosatellites, qui fabriquent des IoT, pour ne pas les nommer Abba Capital, qui sont un des fleurons de notre industrie digitale, industrie IoT, intelligence artificielle, algorithmique et tout. Et donc, c'est des choses développées par des Marocains. Oui. Son apport lors de la phase Covid a été énorme. Ils ont fabriqué des thermomètres infrarouge, ils ont fabriqué un certain nombre de choses. Ils ont été en charge de... On n'a pas beaucoup d'acteurs comme Abba, effectivement, que vous venez de citer, et la production, elle n'est pas forcément à grande échelle. Vous savez, aujourd'hui, vous avez fait référence à l'industrie, parce que c'est essentiellement le secteur industriel. La part de l'innovation, de la tech dans notre secteur industriel est très faible. Mais il le faut. Il le fait quand on parle de la Smart Factory et de l'usine 4.0. Est-ce qu'on a peur à ce que la robotisation mange des postes et mange l'emploi? Apparemment, il y a cette crainte-là. Non. Parce que on est pris par l'enjeu social, en fait. Sur un article que j'ai sorti il y a un mois de ça, le digital m'a tué. Le digital n'a jamais tué personne. Il ne tuera personne. Mais l'emploi changera, les compétences changeront, ils vont muter. Les gens qui empruntaient des calèches début du XXe siècle se sont convertis en d'autres métiers et donc forcément faisant en sorte de ne pas avoir peur. C'est l'histoire qui se répète. Voilà. Mohamed Saad, on va finir avec un gros pavé. On a parlé du capital, fiscalité, quelle fiscalité éventuellement, on verra, peut-être ça viendra avec la nouvelle feuille de route qui découlera de Morocotech. Bien sûr, avec quel capital humain?
Parce qu'on sait très bien que de toute façon, tout reposera sur l'humain, même s'il y a une espèce de guerre d'intelligence, vous disiez, enfin, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, mais avec quel capital humain? On le voit avec le groupe Le Matin. D'ailleurs, nous avons tenu une série de matinales dont vous avez participé, d'ailleurs, avec un partenariat avec le groupe Intelsia aussi. Tout le monde se plaint, tous les acteurs, tous les opérateurs, rareté de la ressource, rareté de la ressource, rareté de la ressource, qui renchérit d'ailleurs le coût de la prestation technologique. Alors je me dis, Morocotech, est-ce qu'il a pensé plancher à cette question, ce vrai sujet du capital humain? Je crois que si le ministère de l'Emploi était là, c'est qu'il a été interpellé. Et puis, bien évidemment, dans l'allocution de Monsieur le ministre, il a donné plein de signaux positifs. Donc, bien évidemment, comme tu le dis, l'emploi dans le secteur du digital, ça va venir. Mais il faudrait quand même qu'on ait de la compétence et de l'expertise sur ce volet-là. Moi, il y a un sujet qui m'interpelle, c'est ce pont qu'il faudrait qu'on crée entre le monde de l'entreprise et l'université. Il n'y a pas vraiment de contact. Si aujourd'hui Silicon Valley, elle en est à ce qu'elle est au Bangalore, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont venues financer des départements de recherche et développement et d'innovation. C'est vers ça qu'on doit aller. C'est à ce que l'entreprise, en tant que demandeur, vienne exprimer les besoins à l'université ou à l'école d'ingénieurs ou au ministère en question. Et bien évidemment que ces programmes de formation soient alignés sur le marché. Et donc aujourd'hui, on a quelque chose comme 6 000, 7 000 ingénieurs, toutes spécialités confondues. Certes, ça ne va pas meubler cette industrie du digital. Donc c'est pour ça que je me... La PBD, il faut en former 100 000 par an. C'est pour ça que je dis que l'OFPPT est un très grand acteur dans ce sujet-là. Ils étaient aussi présents parmi nous le 14 janvier. C'est un très grand acteur parce que moi, je te dis, moi je suis IT au sein de la Bourse Casablanca. J'ai plus besoin de bac plus 3 que de bac plus 5. Parce que le bac plus 5, c'est sûr qu'il faudrait lui donner, tu le recrutes, il faudrait lui donner une bouffée d'oxygène après 2 ou 3 ans de développement et de code. Une trajectoire. Voilà, une trajectoire. Alors que le bac plus 2, c'est sûr que au minimum, tu vas avoir 3, 4, 5 ans sur un sujet donné, parce que moi, j'ai besoin de faire du code, il fera du code. Par la suite, il pourra développer ses compétences et faire autre chose. Et donc, moi, sur ces formations courtes, ou alors sur les programmes d'alternance entre l'université et l'entreprise, c'est des choses qui peuvent prendre et qui peuvent nous être très utiles pour construire ce nouveau modèle. On n'en est pas encore là aujourd'hui de se dire, voilà, ça fait longtemps qu'on en parle. On n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'on va encore souffrir aussi, et les opérateurs vont encore souffrir pour trouver de la ressource technologique et des compétences et des talents. Et je me dis avec ça, est-ce qu'on peut atteindre l'objectif final de la Digital Nation, compte tenu que on n'a pas, d'ailleurs aujourd'hui, toujours de cadre juridique, on a un investissement dans l'innovation et dans la R&D qui est extrêmement faible, et on a un capital ressources tech qui est extrêmement limité. Mais qu'est-ce qu'on peut ambitionner une fois qu'on a dit tout ça? C'est des sujets sur lesquels il faudrait qu'on travaille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun son métier, les vaches sont mieux gardées, chacun dans son domaine, quand il le fait bien et quand ça va servir tous les autres acteurs de marché, c'est sûr qu'on peut se donner des objectifs à court, moyen terme et ambitionner de les atteindre. Mais ça va être quoi? Ça va être long, difficile, sachant que tout va très vite aujourd'hui. En tout cas, ça va être très challenging et tant mieux. Si on n'arrive pas à décoller d'ici les 2, 3, 4 prochaines années, est-ce que ça voudra dire qu'on se sera loupé et que même le dernier virage technologique qui aurait pu donner l'espoir en tout cas d'un rebond, parce que je rappelle que le développement du digital, c'est le développement de notre économie, et la création de richesse, on va encore patauger pendant encore des années? Moi, je pense qu'il y a une volonté au plus haut sommet de l'État. Il y a aussi une volonté venant du gouvernement en mettant en place un ministère en charge de la question. Il y a aussi une volonté du marché, parce que quand vous voyez le nombre de recherches et de publications, que ce soit le CES, la Cour des comptes, l'IRES, l'OSIM, l'APBI, etc., cela dirait que nous sommes tous conscients de l'enjeu. C'est au moins ça. La prise de conscience. Mais quand je vois, par exemple, c'est la dernière sortie de la ministre de l'économie, une des dernières sorties de la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftehalaoui, sur un vrai sujet, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, on sait qu'on a pris beaucoup de retard sur le mobile payment, au niveau du secteur bancaire, pour ne citer que ce secteur.
Eh bien, on a l'impression que c'est quelque chose qui fait peur, on ne sait pas, alors que c'est chez nous, c'est développé. C'est déjà des choses qui sont monnaie courante pour certaines personnes, qui gagnent a priori aussi beaucoup de sous. Et ben, chez nous, voilà, c'est une espèce de réalité en fait technologique, la crypto-monnaie qu'on ne veut pas voir. Donc je me dis, voilà, est-ce qu'avec ça, avec ce type d'attitude et de posture, sans me personnifier, bien entendu, est-ce que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses et qu'on va faire du Maroc une digital nation? En fait, ce qu'on ne veut pas voir, c'est surtout des crypto-monnaies qui sortent un peu de la réglementation. Hein. On ne veut pas voir Bitcoin, on ne veut pas voir Ether, on ne veut pas voir plein d'autres... Parce que ça, c'est des monnaies plus spéculatives que de monnaies, on va dire, d'échanges économiques. Je sais bien que Banque El Maghreb travaille sur cette question-là depuis très longtemps. Le Wali, il s'est prononcé sur la question à plusieurs reprises. Il y a une réglementation qui est en vigueur qu'il faudrait respecter. Mais je crois que déjà cette déclaration-là nous réconforte parce que c'est quand même un sujet. Quand on se compare à d'autres pays, je crois qu'on est parmi les trois en Afrique à réfléchir à une crypto-monnaie marocaine. Et donc, voilà, c'est un sujet. Il est sur la table des officiels. Si je vous dis, Mohamed Saad, que la crypto-monnaie, je tombais sur un chiffre, en 2021, a créé plus de valeur que la contribution de l'Haïti au PIB. Oui, mais encore une fois... Vous imaginez, même si effectivement, vous l'avez dit, c'est le record des transactions illégales. Rachid, il faut nuancer, parce que Bitcoin sert aussi à payer des rançons pour des pirates ou des hackers qui ont hacké votre serveur, ce qui n'est pas bon. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est une monnaie qui fait des fluctuations vertigineuses? C'est parce qu'il y a de la demande dans l'underground. Ah oui, il y a une forte demande. Voilà, il y a une forte demande au niveau de l'underground. Et donc, c'est des monnaies spéculatives. Et donc, quand on est moins averti, on peut y laisser des plumes. On peut y laisser plus que des plumes. En même temps, quand on sait que c'est une réalité d'ailleurs, cette monnaie digitalisée, qui va se développer, d'ailleurs, le groupe... le mastodonte Facebook était un peu là-dessus aussi, créer sa propre monnaie. Est-ce qu'il ne faut pas se dire, voilà, effectivement, j'essaie de faire attention, je prends le temps de bien réfléchir, mais en même temps, j'essaie de créer les conditions le plus rapidement possible, parce que c'est une manne financière dont, me semble-t-il, un pays comme le Maroc ne peut pas se passer. On est d'accord, mais l'idée est de créer une crypto-monnaie qui est régie par un organisme qui se respecte, comme la Banque centrale, et qui va servir donc justement pour des échanges numériques. Mais pas pour... je fais un parallèle. La drogue, c'est aussi un secteur incroyable rapporté à un PIB. Ce n'est pas pour autant qu'on va commencer demain à dealer au bout de la rue. Donc voilà, donc de la crypto-monnaie, oui, mais de la crypto-monnaie qui est utile pour les échanges économiques. Et pour le développement surtout et l'essor du pays. Dernière petite question, Mohamed. C'est sur ce modèle, en fait, cet écosystème de demain digital porté par, en tout cas pour les prochaines années, par Morocotech. Ce mouvement, quel sera-t-il ou quel pourrait-il être? On sait très bien qu'il y a des choix. Il y a une dimension stratégique géopolitique sur la 5G. Il y a la Chine et les États-Unis qui se tirent la bourre. Il y a une grosse compétition. Haïti, d'ailleurs, certains disent beaucoup plus idéologique que technologique entre ces deux gros mastodontes. D'un côté les GAFAM, d'un côté les BATX. Vous, le Maroc, nous, on se situe comment? Et on pourrait, voilà, quel positionnement et quelle connexion et quelle collectivité? Alors, pour moi, déjà, c'est une industrie. C'est très important pour l'économie, mais aussi pour la croissance et le développement du pays. Je vais te donner une statistique très simple, une information très simple. Comme j'ai une casquette Bourse de Casablanca, vous savez que si vous aviez investi 1 dirham en 2016 sur les secteurs de la tech, sur la Bourse de Casablanca, ça t'aurait ramené aujourd'hui 485% de performance. Si 1 dirham avait été investi en 2016, oui. C'est-à-dire il y a 6 ans. Oui. Plus 485%. D'accord. Quel que soit le secteur? Sur la tech. Sur la tech. Sur le secteur tech. Sur le secteur tech. Parce qu'on a un indice tech qui regroupe 7 valeurs, 7 entreprises cotées. 1 dirham investi en 2016 t'aurait rapporté 485% de performance. On a fait mieux que le Nasdaq. On a fait mieux que Euronext.
Donc, c'est juste pour te dire que le secteur de la tech, il est prisé économiquement et par l'investisseur et par donc les acteurs de marché. Ce qui est quelque chose d'intéressant parce que d'un point de vue financement, relativement, on n'a pas de souci de financement de ces entreprises. Hein. Que ce soit de la start-up ou de la PME, il faut juste donner une bonne histoire à raconter. Il faudrait juste aussi développer on va dire l'engouement vers ce secteur-là. Alors que ce qui est fou, c'est que tout le monde consomme de la tech, mais y compris d'ailleurs essentiellement chez nous, et personne n'en produit. Ou on en produit très peu, ce qui est fou. Mais c'est pour ça que l'on est relativement assez, on va dire, déconnecté. Hein. Les préoccupations sont relativement assez déconnectées. Hein. Poser la question à n'importe quel responsable dans un secteur d'activité, hein, et l'emploi, et les finances, et il te dira que oui, le numérique, le digital, c'est sexy, c'est intéressant, c'est important pour le développement et pour la croissance, mais c'est cette osmose entre ces différentes préoccupations qui manque un peu aujourd'hui. Donc, moi, je me dis, hein, si j'ai à donner un avis, je crois qu'il y a un grand sujet qui s'appelle infrastructure. Il y a un grand sujet qui s'appelle infrastructure. Il y a un grand sujet qui s'appelle digital first, parce qu'il faudrait qu'on l'ait en top mind à chaque fois qu'on est devant. Est-ce qu'il y a sujet aussi entre fibre optique et ADSL? Est-ce qu'il y a sujet? Pour moi, et est-ce qu'il y a débat ou pas? Ce sont des technologies, mais le débat pour moi, c'est d'aller vers le haut débit. C'est ce qui nous fait défaut d'abord, et c'est ce qui nous rétrograde dans notre ranking international. Le haut débit est très important. Là, après, on va double-cliquer pour voir ce haut débit d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue coût. Parce que même si on a de la fibre optique, d'un point de vue qualitatif, si j'ai des activités, des business qui sont sensibles à la latence, et si tu ne peux pas m'offrir une bonne latence qui cadre avec mon business, même si je suis sur du haut débit de fibre optique, je peux perdre dans la performance. Comme quoi, effectivement, tant qu'on n'aura pas réussi le développement économique de l'ensemble des territoires, quitte à avoir une approche un petit peu sectorielle, par région, on aura du mal à devoir développer en tout cas un écosystème, une industrialisation de l'IT. Exactement. Parce qu'effectivement, la notion de coût était extrêmement importante. Tout à fait. Mohamed Saad, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, parce que maintenant on va passer aux questions des internautes, parce qu'il n'y a pas que moi qui pose des questions, il y a ceux qui suivent le débat et qui vous ont écouté attentivement. Donc la première question que je voulais t'adresser, c'est marrant d'ailleurs, Morocotech, un rêve pour beaucoup de jeunes, mais est-ce qu'en pratique ça répond à leurs attentes? Donc quoi, c'est un autre point d'interrogation vis-à-vis de Morocotech. Indirectement, ça doit répondre à leurs attentes, parce que notre souci, ce Morocotech, mais derrière, cette Digital Nation, elle est faite par les Marocains pour les Marocains. Donc, ce qui est sûr que ce Marocain Landa, c'est lui qui va construire ce Morocotech, cet ingénieur, ce Bac+2, ce Bac+3, c'est toute compétence et toute expertise confondue, c'est eux qui vont construire cette Digital Nation. Et s'ils la construisent, c'est pour eux, et c'est pour les citoyens, et c'est pour le Maroc. Donc, c'est sûr que c'est pour nous tous. Hein. On sera tous touchés quand tu vas faire la demande de ta carte d'identité, renouvellement de ta carte d'identité nationale ou ton passeport ou faire ta déclaration fiscale. Si ça passe d'une manière fluide à travers les réseaux télécoms et informatiques, tu en seras ravi. Et donc, c'est pour nous tous. Y compris si on a toute la data générée par tout ça qui soit stockée chez nous. Effectivement. Et non pas stockée ailleurs. Effectivement. À l'instar d'un certain nombre de pays, on a ce qu'on appelle un cloud souverain. Et donc, pour être conforme à ce que dit la loi 0908, par la suite qui sera aussi améliorée, amendée, ou ce que dit la DGSSI d'un point de vue sécurité et cybercriminalité. Donc, si on a de la data souveraine qui est hébergée chez nous, oui, on est en train de militer pour ça. Tendre vers ça. Deuxième question que je vais t'adresser. Pourquoi il n'y a pas d'avantages fiscaux qui accompagnent l'initiative et le mouvement Morocotech? Alors, il est encore très tôt pour parler des mesures. Hein. Nous sommes en train, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre en place l'instance de gouvernance, mais aussi l'instance opérationnelle
qui va donc travailler sur toutes les mesures. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà dans les cartons, hein. Le plan, le pacte Maroc Digital PMD que nous avons présenté à Moulay Hafid Alami au mois de juin et juillet dernier contient un certain nombre de mesures. Mais on va les reprendre, et on va les rafraîchir, et on va les discuter avec les pouvoirs publics, et on arrivera à un certain nombre de mesures, donc bien évidemment, pour justement construire cette économie numérique. Dernière question qui vous est adressée par un internaute. Quel modèle IT et avec quelles compétences? Alors, ça reprend. C'est un sujet de thèse. Ça reprend ce qu'on a dit sur les compétences et sur les skills. Il y a encore un grand chantier à faire sur les skills d'aujourd'hui et de demain, parce qu'on ne peut pas construire l'avenir avec les skills d'hier. Et donc, aussi un grand chantier sur tout ce qui est alternance, d'un point de vue refonte de notre modèle de salariat, hein, voilà. Et donc c'est des choses aussi c'est un sujet qui sera ouvert avec les pouvoirs publics, le département en question, pour développer les compétences dont on aura besoin pour construire cette Digital Nation. Vous savez, en préparant votre venue, Mohamed Saad, et en même temps que j'écoutais d'ailleurs notre chef de gouvernement s'exprimer, je tombais sur une info. Je me disais, je vais finir peut-être l'émission, ou en tout cas interpeller Mohamed Saad lors de l'info en face. Vous savez quel est le souci majeur d'un parent sur deux en Chine? Oui. Le souci majeur. Lequel? C'est de l'améliorer le QI de leurs enfants. Ah. Est-ce que c'est inspirant ou pas? Oui, beaucoup. C'est vrai? Beaucoup. Avec microprocesseur ou sans microprocesseur? Oui, mais c'est le mindset qu'il faudrait qu'on change, et c'est le mindset de notre éducation. Extrêmement frappé par ça. C'est le mindset de notre système d'éducation qu'il faudrait changer. Parce qu'on est sur un système qui date depuis la nuit des temps. Là, les choses sont en train de changer, hein. Donc, Mohamed Saad aussi favorable à l'amélioration du QI, du coefficient intellectuel de chacun, mais en respectant l'éthique. Exact. Sans microprocesseur. Non. Sans non. Merci en tout cas. Naturel. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci, c'est Rachid. Mohamed Saad, je rappelle, président de l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. On y voit beaucoup plus clair sur les intentions, la bonne volonté en tout cas, des différents acteurs publics et privés concernant Morocotech, à la lumière aussi des enjeux et des défis qui sont importants. Merci en tout cas à vous. Le meilleur est à venir. Merci, c'est Rachid. Et bonne chance et bonne continuation. Merci, c'est Rachid.